À 71 ans, Jean Gabin portait sur ses épaules non seulement des décennies de cinéma, mais aussi le poids d'une certaine idée de la France. Sa silhouette, large comme un quai de gare, sa voix grave qui semblait provenir des profondeurs de la Seine, et ce regard fixe qui n'avait jamais besoin de hausser le ton pour imposer le silence, il avait traversé toutes les époques. Le noir et blanc poétique des années 30, les drames brûlants de l'après-guerre, les polars secs des Sistis. Partout, il avait laissé une empreinte nette, comme un sillage impossible à effacer. On le disait froid, distant, lui parlait de rigueur. Sur un plateau, il arrivait à l'heure, connaissait ses répliques, exigeait la même précision de tous. Il respectait le cinéma comme on respecte un vieux métier d'artisan, avec patience, discipline et loyauté. Mais derrière cette façade de granit, il y avait aussi des failles, des impatiences, et surtout une intolérance farouche pour la médiocrité ou la trahison professionnelle. Ceux qui ne partageaient pas son sens du devoir pouvaient vite se heurter à un mur. Le temps avait poli certaines rancunes, en avait effacé d'autres. Mais certaines rencontres, elles, avaient laissé des cicatrices discrètes, visibles seulement dans le pli de ses lèvres ou l'ombre d'un silence. Des artistes admirés par le public, encensés par la presse, mais avec lesquels le courant n'était jamais passé. Des regards qui se détournaient, des poignées de main trop brèves, des promesses de collaboration qui s'éteignaient avant d'exister. Et puis, parfois, un tournage commun, tendu comme une corde, où chaque mot sonnait comme un défi. Aujourd'hui, à 71 ans, Jean Gabin acceptait, presque avec tendresse, de feuilleter cette autre histoire, celle des rencontres manquées, des affinités impossibles, des chemins qui ne se rejoignent jamais. Pas pour régler des comptes, non, mais pour dire ce que c'est, vraiment, que de vivre toute une vie dans la lumière, on y croise des étoiles, et certaines brûlent trop fort pour qu'on puisse s'en approcher. Et c'est ainsi qu'il révélait, l'un après l'autre, les 5 artistes qu'il n'avait jamais pu voir en peinture. Numéro 1. Michel Audiard. Ils auraient pu former un duo mythique, 2 signatures inoubliables du cinéma français. L'un façonnait les dialogues comme des lames affûtées, tranchantes, imprévisibles. L'autre les portait avec un naturel implacable, capable de faire frissonner une salle entière avec une simple inflexion de voix. Et pourtant, entre Jean Gabin et Michel Audiard, l'entente n'a jamais été une évidence. Leur première vraie rencontre eut lieu au tournant des années 50. Audiard, encore jeune mais déjà respecté dans le milieu, signait des répliques au vitriol qui séduisaient producteurs et acteurs. Gabin, lui, sortait d'une période creuse après la guerre et cherchait à redéfinir son image. Sur le papier, tout semblait les rapprocher. L'amour des mots justes, la France populaire comme toile de fond, et ce sens du rythme que peu savaient dompter. Mais sur le plateau, les choses étaient moins harmonieuses. Audiard adorait improviser, retoucher ses dialogues à la dernière minute, jouer avec les mots comme un chat avec sa proie. Gabin, lui, préparait chaque scène avec la minutie d'un horloger. Un texte appris mot pour mot, un ton fixé à l'avance, un équilibre fragile qu'il refusait de rompre. Lors d'un tournage, la tension monta lorsqu'Audiard proposa, presque en riant, de changer une réplique clé au dernier moment. Gabin, glacé, répondit « Si tu veux un autre texte, trouve un autre acteur ». La phrase claqua comme un verdict, et dès lors, chacun sut que l'autre ne céderait pas. Pourtant, ils continuèrent à travailler ensemble sur plusieurs films. Professionnels, impeccables à l'écran, mais séparés par une ligne invisible. Dans les loges, ils se saluaient avec courtoisie, échangeaient quelques phrases brèves, puis s'éloignaient. Le respect existait, oui, mais il restait froid, comme un verre qu'on n'a jamais porté aux lèvres. Peut être que 2 fortes personnalités peuvent coexister, tant qu'elles ne cherchent pas à s'apprivoiser. Gabin, en repensant à Audiard des années plus tard, ne parla ni de colère, ni de rancune. Il évoqua simplement une incompatibilité de méthode, avec ce ton neutre qui en disait long. Dans leur univers, le talent ne suffisait pas. Il fallait aussi parler la même langue du cœur. Eux ne l'avaient jamais trouvé. Numéro 2. Brigitte Bardot. Quand Jean Gabin croisa Brigitte Bardot pour la première fois, il eut l'impression de voir passer un éclair dans un ciel d'été. Elle arrivait de Saint-Tropez avec cette aura de liberté, de provocation, de jeunesse insolente qui faisait tourner toutes les têtes. Lui, solide comme un vieux chêne, avait traversé assez de tempêtes pour ne plus s'étonner de grand-chose.
Mais Bardot, c'était autre chose. Pas un simple phénomène médiatique, une véritable onde de choc pour le cinéma français. Leurs chemins se croisèrent à la fin des années 50, lors d'un projet commun que les producteurs rêvaient de voir éclore. On imaginait déjà l'affiche, l'icône blonde et le patriarche du grand écran, réunis pour un duel de charme et de charisme. Mais, dès les premiers essais, les choses se compliquèrent. Bardot travaillait à l'instinct, refusant de répéter plus que nécessaire. Elle se nourrissait de spontanéité, aimait l'imprévu, la sensation pure du moment. Gabin, lui, se méfiait des instants. Il croyait au travail, à la répétition, à la précision presque militaire. Sur le plateau, l'écart de génération se faisait sentir. Gabin exigeait le silence entre les prises, Bardot riait avec l'équipe maquillage, improvisait une cigarette ou une posture. Il voyait cela comme une dispersion. Elle le voyait comme un jeu. Un jour, après une scène particulièrement tendue, il lui glissa, sans hausser le ton. « Vous avez tout, mademoiselle, mais vous n'écoutez rien. » Elle ne répondit pas, mais son sourire s'effaça. Le film finit par se faire, sans lui. Gabin déclina le rôle, préférant laisser les jeunes entre eux. Officiellement, il parlait d'incompatibilité d'emploi du temps. Officieusement, il savait que leurs univers ne se rejoindraient jamais. Ce n'était ni de la jalousie, ni du mépris, mais une certitude tranquille. Le cinéma qu'il portait en lui n'avait rien à voir avec les vagues éclatantes qui entouraient Bardot. Des années plus tard, il reconnaîtrait qu'elle avait marqué une époque comme peu d'artistes savaient le faire. Mais, dans ses yeux, elle restait une comète, magnifique, imprévisible et impossible à rattraper. Numéro 3. Alain Delon. En 1963, le tournage de Mélodie en sous-sol réunit deux générations de cinéma français, Jean Gabin, figure déjà légendaire, et Alain Delon, jeune fauve aux yeux clairs que tout Paris s'arrachait. Sur l'affiche, l'alliance semblait parfaite, l'expérience tranquille face à la fougue insolente. Mais sur le plateau, cette rencontre prit vite des allures de duel silencieux. Dès les premières lectures, Gabin observa chez Delon cette aisance presque désinvolte, cette façon de dire un texte comme si les mots étaient inventés sur le champ. C'était brillant, oui, mais c'était aussi un jeu de séduction permanente avec la caméra. Gabin, lui, travaillait dans la retenue. Servir l'histoire, pas se servir d'elle. Là où Delon cherchait la lumière, Gabin veillait à l'équilibre des ombres. Leur rapport fut courtois, mais tendu. Delon admirait Gabin depuis l'enfance, mais refusait de se plier à ses conseils. Gabin respectait le talent du jeune homme, mais se méfiait de son indépendance. Les pauses étaient courtes, les conversations rares. On se saluait, on se préparait, on tournait, et chacun repartait de son côté. Une anecdote resta célèbre parmi l'équipe technique. Lors d'une scène clé, Delon, emporté par l'émotion, modifia légèrement une réplique. Gabin, imperturbable, joua jusqu'au bout, puis, à la coupe, lança simplement « C'était joli ». Mais ce n'était pas le texte. Pas de colère, pas de reproche, juste un rappel discret que, pour lui, la discipline passait avant l'instinct. Le film fut un succès, encensé par la critique et le public. On salua la complicité à l'écran, mais derrière l'objectif, les deux hommes savaient qu'ils ne chercheraient pas à rejouer cette partition. Trop de différences dans la manière d'aborder leur art. Gabin, plus tard, dira qu'il avait vu dans les yeux de Delon l'éclat d'une étoile, mais aussi la certitude qu'elle filerait seule dans son ciel. Numéro 4. Lino Ventura. Il n'avait jamais eu besoin de mots pour se comprendre. Deux silhouettes massives, deux voix graves, deux regards capables d'imposer le silence à une salle entière. Jean Gabin et Lino Ventura partageaient une certaine idée du cinéma, celui qui repose sur la vérité des gestes, l'économie des effets, la dignité des personnages. Pourtant, cette proximité apparente cachait une rivalité sourde, née non pas d'un conflit direct, mais de l'espace limité qu'offrait le cinéma français au rôle masculin de premier plan. Dans les années 60, Ventura s'imposait comme l'héritier naturel du flic intègre ou du voyou au code d'honneur, des rôles qui avaient longtemps été la chasse gardée de Gabin. Les producteurs, flairant la nouveauté, misaient sur Ventura pour attirer un public plus jeune, sans pour autant délaisser l'aura de Gabin. Résultat, les scripts circulaient et il n'était pas rare que le nom de l'un apparaisse là où l'autre avait d'abord été pressenti. Les deux hommes se croisaient lors de soirées,
de remise de prix ou dans les couloirs des studios. Politesse impeccable, poignée de main ferme, mais aucun prolongement. Pas d'invitation à dîner, pas de confidence d'acteur. Sur un plateau commun, pour une brève apparition croisée, la tension était palpable. Chacun dans son coin, concentré, comme deux boxeurs dans le même ring, mais en attendant deux combats différents. Ce n'était pas de l'animosité ouverte, mais un refus tacite de s'effacer devant l'autre. Ventura admirait la carrière de Gabin, mais refusait de se placer dans son ombre. Gabin reconnaissait le talent brut de Ventura, mais voyait en lui une menace à son territoire artistique. Et ainsi, pendant des années, ils se tinrent à distance, ni amis, ni ennemis, mais comme deux lignes parallèles qui ne se rejoignent jamais. En repensant à Ventura, Gabin n'utilisait jamais de mots durs. Il se contentait de dire « Nous n'étions pas faits pour jouer l'un avec l'autre », comme si, dans le grand livre du cinéma, certaines pages devaient rester blanches pour préserver la légende. Numéro 5, Jean Renoir. Il y a, dans la vie d'un acteur, des rencontres qui forgent un destin. Pour Jean Gabin, Jean Renoir fut l'une de ces rencontres fondatrices. La Grande Illusion, 1937, La Bête humaine, 1938, deux œuvres majeures qui installèrent Gabin au sommet, façonnant l'image de l'homme simple, digne, traversant les tempêtes de l'histoire avec la gravité d'un héros tragique. Renoir dirigeait comme un peintre. Il plaçait les acteurs dans un cadre et les laissait respirer, vivre, improviser. Gabin, jeune et malléable, s'y épanouissait pleinement. Mais le temps passa, et leurs chemins se séparèrent. La guerre bouleversa le cinéma français. Gabin partit aux États-Unis, Renoir aussi. Lorsque, des années plus tard, l'idée d'une nouvelle collaboration émergea, les deux hommes avaient changé. Gabin était devenu intransigeant, méthodique, presque militaire dans sa préparation. Renoir, lui, avait poussé plus loin encore son goût pour l'improvisation, pour le hasard heureux, pour la liberté de dévier du scénario. Les retrouvailles furent cordiales, mais le travail commun tourna court. Lors d'un projet qui ne vit finalement jamais le jour, les discussions de préparation révélèrent un fossé. Renoir parlait de laisser le vent dicter la scène, Gabin répliquait qu'un film ne se construit pas avec du vent. L'admiration mutuelle subsistait, mais leur langage artistique s'était écarté au point de ne plus se croiser. Ils ne se disputèrent jamais. Pas de mots tranchants, pas de portes claquées, juste un silence, un éloignement naturel, comme deux rivières qui s'étaient rejointes un temps avant de reprendre chacune leur cours. Gabin gardait pour Renoir un profond respect, mais il savait qu'il ne partagerait plus jamais un plateau. Et dans ses souvenirs, Renoir restait cette figure presque paternelle, un guide de jeunesse, mais aussi le rappel que, parfois, même les liens les plus forts ne résistent pas à la manière dont le temps transforme les hommes. Dans les dernières années de sa vie, Jean Gabin parlait rarement du passé. Il n'était pas homme à ressasser les blessures, ni à chercher dans la nostalgie un réconfort facile. Pourtant, lorsqu'il évoquait ces 5 artistes, ce n'était pas pour régler des comptes. C'était au contraire, comme on tourne les pages d'un album aux photos un peu jaunies, avec le recul de celui qui sait que chaque rencontre, heureuse ou heurtée, a façonné l'homme qu'il est devenu. Ces incompatibilités, ces silences, ces distances, elles faisaient partie du paysage de sa carrière autant que les triomphes et les amitiés fidèles. Dans un métier où tout semble éphémère, où l'on se croise dans la lumière avant de disparaître dans l'ombre, il savait que certaines alliances ne se répètent pas. Pas par manque d'envie, mais parce que le cinéma, comme la vie, repose sur des équilibres fragiles. Gabin n'avait jamais cherché à plaire à tout le monde. Il avait choisi de rester fidèle à sa manière de travailler, à ses exigences, quitte à perdre des collaborations prestigieuses. Pour lui, un tournage n'était pas un lieu de mondanité, mais un chantier où l'on bâtit ensemble quelque chose qui doit tenir debout. Et si les méthodes, les tempéraments ou les visions différaient trop, mieux valait s'éloigner. Aujourd'hui, son nom reste gravé dans la mémoire du cinéma français, non seulement pour ses rôles inoubliables, mais aussi pour cette intégrité qui ne plia jamais. Les artistes qu'il n'avait jamais pu voir en peinture étaient peu, être, au fond, ceux qui lui avaient rappelé à quel point il tenait à cette droiture. Ils ne retravaillèrent jamais ensemble, mais peu, être, que dans le grand silence qui les sépara, chacun trouva sa propre vérité. Car, parfois, le silence est la plus élégante des réponses.